Il coupe son clitoris. L'histoire m'a été racontée par une abonnée. Elle-même a vécu la chose. Et ça m'a touché particulièrement parce que je me dis, tout le monde a besoin d'amour. On n'est pas là pour juger. Mais avant, tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Donc, écoutons l'histoire attentivement s'il vous plaît. Allô, bonjour DMG. Félicitations pour cette merveilleuse initiative que tu as mis en place, qui nous sert tous et qui édifie toute la communauté. Alors, je viens ici raconter une histoire. C'est mon histoire. Elle s'est passée en 2007, exactement en Afrique du Sud, dans la ville de Johannesburg, lorsque j'étais étudiante. Tout d'abord, pour commencer, j'ai grandi au Centrafrique, dans un petit village. Et dans ce village, on avait l'habitude de se moquer de moi parce que j'étais différente. Selon les standards africains, je ne suis pas considérée comme une personne jolie parce que je suis mince, très mince, je dirais même maigre à l'époque, et très très grande. À 18 ans, je faisais déjà 1,85 m. C'était trop pour une femme. Et c'était un village où la population avait très petite. Et ma mère n'était pas de Centrafrique, elle était sénégalaise. Elle est sénégalaise, ma mère, donc très grande, plus grande que mon papa. Donc du coup, je suis très grande comme ma maman. Et j'avais donc, j'étais toujours mise à l'écart. On me traitait des moustiques, asticots, ardoises. En fait, j'avais tous ces petits noms-là qui dégradaient. Et j'étais très complexée en grandissant, si bien que même à l'école, c'était toujours moi qui étais à l'arrière, dans le rang, on ne me mettait jamais devant parce que j'étais trop grande. Donc j'ai grandi avec ces complexes, et même à la maison, et même mon papa par exemple, parfois il se moquait de moi quand je m'habillais, il me disait « T'as pas quelque chose de plus ample avec tes fesses comme une ardoise? Vraiment toi, je ne vois pas quel homme viendra t'épouser, peut-être si tu fais des études. » C'était vexant, mais ça me choquait tellement, mais c'était mon papa, je ne pouvais rien dire. Mais dans toute cette tristesse, il y avait un bon côté. Je me concentrais donc dans mes études, si bien que je n'avais pas trop d'espoir, quoi. Donc sur mon physique, j'étais vraiment complexée. Et après, j'acceptais ça. Je me disais, bon, je ne suis pas faite comme les autres. Pour moi, c'était comme un handicap même, si bien que les hommes me rendaient ça, puisque personne ne voulait être avec moi. Mes copines avaient des amis. Quand on sortait partout, c'est les autres qu'on remarquait, au point même où mes grandes soeurs me chassaient. « Quitte là, tu es trop grande. » Donc les hommes étaient complexés par moi et on ne veut pas une femme qui nous dépasse la taille et tout. Donc chemin faisant, j'ai eu mon bac très tôt puisque personne ne voulait être avec moi, donc je me concentrais dans mes études. Et je suis allée à la capitale. Et de la capitale, j'ai fait 1 an à l'université là-bas. J'avais 19 ans, j'ai eu le bac très tôt. Et mon papa a décidé de m'envoyer en Afrique du Sud. Et ma mère, cette femme est merveilleuse, elle m'a toujours soutenue. Chaque fois que j'étais triste, déprimée, elle me disait « Mais non, tu es une fille intelligente, tu es jolie. » Et donc elle me remontait le moral. Donc c'est ma meilleure amie jusqu'à aujourd'hui. Et je suis allée en Afrique du Sud. Arrivée en Afrique du Sud, j'ai partagé une chambre d'étudiant avec une autre colocatrice. Et voilà comment, même en Afrique du Sud, dans la communauté africaine, les gens n'avaient pas mon temps, quoi. Je suis pas, c'est vrai, je suis pas particulièrement jolie, mais c'était quand même exagéré juste parce que mon physique était si maigre et grande, plus grande que les hommes en fait. Un jour, on va en boîte de nuit avec mes copines, on était 4 filles. On prend une table, on s'assoit, on commande à boire et tout. 2 étaient en train de danser et j'étais assise avec une autre. Voilà comment la servante vient, elle nous offre une bouteille de champagne. Elle nous dit que c'est un cadeau du monsieur en face. Et j'ai dit, bon, naturellement, ça doit être sûrement pour ma copine, pas pour moi. Ok, merci, merci. De toutes les façons, moi, je ne bois pas. Et après un moment, elle revient, elle me dit, le monsieur veut vous voir. J'ai dit, vous vous trompez, c'est pas moi, c'est l'autre à côté. J'avais tellement honte même d'aller danser, si bien que j'étais assise, j'ai gardé les boissons des autres. Elle me dit, non, c'est toi. Ok, d'accord, je me déplace, je vais. Je m'assois, c'était un monsieur de la quarantaine. Moi, j'avais dans les 19-20 ans. Il était habillé avec plein de bijoux et tout. On m'a dit plus tard que c'était un diamanteur qui venait d'Angola et tout.
Il me dit, oh, t'es belle, t'es jolie, pourquoi t'es assise seule, pourquoi tu es triste et tout. Je lui dis, eh ben, non, je suis pas triste, j'ai pas juste envie de danser. J'étais là toute complexée et tout. Après, il me dit, je cherche une gérante pour travailler dans mon salon, dans ma boutique de prêt-à-porter. Il avait une boutique de prêt-à-porter dans un quartier de Johannesburg qu'on appelle Sandton City, pour ceux qui connaissent. Et je dis, mais non, malheureusement, moi je suis étudiante, je n'aurai pas le temps de travailler dans une boutique. Il me dit, non, c'est pas grave, tu peux travailler le week-end, un samedi après-midi ou après les cours et tout. Je dis, ok, d'abord, ça m'intriguait et ça me flattait que quelqu'un s'intéresse à moi. C'est comme ça, j'ai pris son numéro et le lendemain, on est allé voir. Effectivement, il avait une boutique d'habits de marque et tout, c'était très bien. Et mes copines m'ont dit, mais fais attention, ce type, on le connaît, il est marié, c'est un diamantaire, il a beaucoup d'argent, il habite les meilleurs quartiers. Moi, je ne les écoutais pas parce que personne ne s'intéressait à moi et pour une fois que quelqu'un s'intéresse à moi, alors pourquoi pas? Et voilà comment il était gentil. Il m'amenait des cadeaux, j'ai travaillé le week-end, peut-être juste une ou deux fois par mois pendant 3 mois comme ça. Et il me payait bien plus, il me payait tout le mois alors que je travaillais à peine 2 mois, 2 jours par semaine. Ensuite, une petite relation a commencé entre nous. Il m'a amené dans un appart puisqu'il était marié. Moi, ça ne me dérangeait pas que ce soit un homme marié parce que normalement, je n'aurais pas dû, mais puisqu'il était le seul qui s'intéressait à moi, donc je me suis laissé faire. On est parti dans cet appart et bizarrement, il ne voulait jamais avoir des rapports sexuels avec moi. Il voulait juste descendre à la cave. Je le laissais faire. J'étais tellement désespérée que je m'accrochais à lui parce que tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il me faisait, j'avais jamais connu ça. Personne ne me donnait autant d'importance et tout. Donc un jour, j'arrive chez lui, il m'appelle, j'étais avec mes copines, elles m'ont dit, tu dois arrêter avec cet homme parce que c'est un homme marié pour commencer et puis c'est un ritualiste et tout. Tu vois pas comment il est toujours bien habillé. Je dis, mais il est riche, c'est normal. Moi, je voulais rien savoir. J'ai dit, vous faites bien, vous avez des copains. Et moi, je suis la seule. Regardez, même des gens de notre âge ne s'intéressent pas à moi. Cet homme, je m'en fous qu'il soit plus âgé. Je suis pas là pour briser son mariage, mais pour avoir un peu de bon temps et tout. Je n'ai que 20 ans et puis voilà. Un jour, il m'appelle, c'était un vendredi soir. Il me dit, oh, t'es où? Je suis chez moi. Il est venu dans mon immeuble, il m'a attendu en bas, je suis descendue, on est parti chez lui. Quand on est arrivé chez lui, dans l'appart, il louait un appart où on se rencontrait souvent. Là, on était déjà à 6 mois de relation. Il allait souvent en Angola, en Europe, en Belgique, et il revenait et tout. Il m'a offert un beau sac de marque. C'était très beau, je pense, Gucci. Ensuite, on a mangé et à un moment, je suis à la télé. Il me dit, tu veux bien me prendre quelque chose, il m'a envoyé chercher quelque chose, son cigare, il fumait des trucs, de cigares comme ça. Dans la chambre, je suis allée, j'ai laissé ma boisson, je suis revenue, je lui ai donné ce qu'il voulait. À un moment, je me suis sentie fatiguée, je me suis assoupie, j'ai dormi. J'ai rien compris. Le lendemain, je me suis levée, j'étais dans le lit. Je me suis dit, ok, d'accord. J'ai dû m'endormir dans le canapé et puis il m'a transportée. C'est ce que je me suis dit. Après, j'ai senti une douleur au niveau de mon vagin et tout. Je sentais une douleur comme des picotements. Tiens. Et je regarde, il y avait un peu de sang. Je vais aux toilettes, je mets le doigt. Mon clito n'était plus là. Ah ouais. Je touche, mon clitoris n'est pas là. Je commence à paniquer. J'ai mal, je vois un peu du sang. Je prends mon téléphone, je l'appelle, son téléphone est fermé, c'est carrément hors service. J'appelle mes copines avec qui je partageais l'appart, je les explique. Elles disent ne bouge pas, on arrive. Elles sont venues, elles ont regardé, effectivement, elles m'ont dit, t'as été mutilé, on t'a pris ton clitoris. Oh là là, j'ai commencé à pleurer, j'étais déprimée, je suis tombée malade. Et je dis, je dois aller à l'hôpital, je vais appeler la police. Ils m'ont dit, ça ne sert à rien d'appeler la police ne fera rien. Mais va à l'hôpital quand même voir. On est à l'hôpital, j'ai expliqué ce qui s'est passé, ils ont confirmé que ouais, vous avez été mutilé, on vous a retiré votre utérus, excusez-moi, votre clitoris. Ah ben là, j'ai commencé à pleurer, je ne savais pas, donc mes copines avaient peur pour moi, qu'est-ce qui va arriver? C'est ainsi que j'ai appelé ma mère, qui est ma confidente, mais avec qui on n'a pas ce genre de conversation, puisque on a quand même une éducation pudique au Centrafrique. On ne parle pas tout de suite de sexualité, en tout cas dans ma famille. Et ma mère m'a dit, bon là c'est très grave, je dois venir. Et ma mère c'est quelqu'un qui prie beaucoup, mais en bonne africaine, elle connaît aussi ce genre de pratique.
Donc, d'après elle, elle est allée voir un marabout. Elle m'a demandé si j'avais le nom du monsieur. Je ne sais même pas si c'était son vrai nom. J'ai donné. Donc, ils ont pris, il paraît qu'ils sont allés chez les musulmans faire une récitation avec un surat qu'ils appellent Yassine à l'envers. C'est comme quelque chose qui fait un retour à l'envoyeur en fait. Donc ils ont fait des prières, faire des sacrifices d'animaux comme des moutons, tout ça. Et la folle voyage, spécialement pour moi, elle est venue, elle m'a fait des bains pendant des jours. Et pendant cette période, je faisais des rêves bizarres. Je me bagarrais avec des gens habillés en noir et tout. Et chaque fois, c'était moi qui avais le dessus. Au début, la personne me mène la bataille et après, c'était moi. Donc, après cette période, j'ai eu fait la fièvre. Je suis tombée très malade. Je ne sortais pas, je n'allais pas à l'école. Le type là dit que je ne devais pas voir le soleil pendant 3 jours et tout. Ma mère était là, elle a été là pour moi. Et après cette période, je me suis sentie mieux et ma mère a voulu que je quitte ce pays, que je ne sois plus là. Elle m'a envoyé en France, continuer mes études. Et tout ça sans rien dire à mon papa. Je suis allée en France, je suis restée là, j'ai appris en France et 2 ans après, mes copines qui étaient restées en Afrique du Sud m'appellent et me disent, tu sais, le diamantaire avec qui tu étais, il a fait un accident vraiment grave et il est mort sur le champ dans l'accident et tout. Je dis, ah bon, on n'a rien compris, il roulait sur une voie où il n'y avait aucun obstacle, la voiture s'est mise à tourner sur elle-même et il est sorti là, écrasé, son corps était vraiment dans un état où on le ramassait à la petite cuillère, quoi. J'ai dit, ah d'accord, carrément. Entre-temps, moi, de mon côté, honnêtement, je ne sais pas si ça a eu des répercussions, mais j'ai rien ressenti. J'ai eu un très bon boulot. Étant très mince, j'ai quand même pu me marier. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai 4 enfants, 4 merveilleux enfants, un merveilleux mari. Et toutes ces personnes qui se moquaient de moi, mes amis de l'époque, dans mon petit village, qui avaient des formes africaines, généreuses, avec des fesses et tout. Mais je peux vous dire que c'est les grands-mères aujourd'hui. Elles se sont mariées, divorcées, d'autres sont malades. Aujourd'hui, si vous les voyez avec moi, ben, malgré ma minceur, je suis plus aussi maigre. Avec les maternités, je suis toujours mince. Avec mes filles, c'est comme si on était des sœurs. Mais je pense que c'est un atout. Voilà. Ce que je veux dire en fait, c'est que les parents doivent arrêter de toujours réduire les enfants et la société doit arrêter de juger les gens. Il faut pas aussi être complexé par rapport aux autres, quoi. Voilà. Il faut être content quand on a la chance de naître avec toutes nos facultés. On peut parler, on peut marcher, on est intelligent. Peu importe le physique, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc tout ça m'est arrivé parce que je suis née dans un milieu où le physique est très important. J'étais très complexée et voilà ce que j'ai vécu. Mais à part ça, en sortant et on se rend compte que ce qui est une réalité qui est pour un pays n'est pas la même ailleurs. Ailleurs, être mince et grande, c'est vu comme un signe de beauté. En Afrique, il faut avoir des formes, mais bon, voilà. Merci DM, j'ai partagé, liké et puis salut à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire et ça se termine vraiment bien parce qu'elle a fini par trouver le bonheur. Ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Donc, partagez, likez, commentez et on fait ça tous les jours sur YouTube à 12h00. Allez vous abonner, merci.